Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'Immigration Scat. Nous sommes mercredi le 22 octobre. Je m'appelle Mélanie Scatolin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'Immigration Scat. Donc aujourd'hui, live sur le sujet de la demande d'asile et son fonctionnement au Canada. Tout au long du live, je vous invite à écrire des commentaires. Sous la vidéo, je vais essayer de leur répondre si possible. Sinon, la vidéo sera disponible un peu plus tard sur les plateformes d'immigration SCAT. Avant tout, il faut que je précise que je ne parlerai pas des demandes d'asile faites à l'extérieur du Canada. Je n'ai aucune connaissance sur ce sujet-là. Donc, je vous invite à, si c'est votre questionnement, prendre les services d'un représentant qui s'y connaît. Donc, demande d'asile au Canada, si vous arrivez à la frontière ou que vous êtes déjà au Canada et que vous demandez l'asile. La première étape, c'est de faire la demande à un agent. Et l'agent va vérifier si votre demande, elle est recevable. Donc, si vous pouvez faire votre demande d'asile au Canada. Il va se baser sur la loi, c'est l'article 101 de la loi sur l'immigration, qui dit dans quel cas la demande d'asile est irrecevable. Donc, vous ne pouvez pas faire de demande d'asile au Canada. L'agent ne va pas regarder si vous êtes un réfugié ou non. Il ne va pas se demander est-ce que c'est vrai l'histoire que vous dites. C'est juste vraiment la première étape. Est-ce que vous pouvez la faire? Par exemple, si vous arrivez au Canada par la frontière terrestre en provenance des États-Unis et que vous demandez l'asile à la frontière, au point d'entrée, techniquement, votre demande sera irrecevable parce que, en vertu de l'entente sur le tiers pays sûr, il faut demander l'asile dans le premier pays sûr dans lequel on arrive, à moins qu'il y ait une exception. Donc, par exemple, si vous avez un membre de la famille qui est citoyen canadien ou résident permanent qui est au Canada au moment où vous arrivez, là, vous pouvez faire votre demande d'asile. Et j'ai fait une publication il n'y a pas longtemps sur justement un nouveau projet de loi que le gouvernement du Canada a fait afin de modifier donc la loi sur l'immigration et il voulait rajouter certaines exigences, donc certaines conditions pour que la demande d'asile soit recevable. Encore là, c'est pas fait, c'est pas en vigueur. La loi n'a pas été adoptée encore par le Parlement. Donc, on se tient à jour, c'est important. Une fois que la demande d'asile a été jugée recevable, là, elle est transmise à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la CISR. La CISR, c'est un tribunal indépendant au Canada qui étudie différentes questions reliées à l'immigration. Donc, dans la CISR, il y a la section de la protection des réfugiés, la SPR, et c'est là que la demande d'asile va aller pour qu'un commissaire décide si, oui ou non, vous êtes un réfugié ou une personne à protéger. Et donc, c'est vraiment le juge, le commissaire qui va prendre sa décision, mais c'est vous qui devez prouver que vous êtes une personne à protéger. Alors, qu'est-ce qu'on doit prouver? Premièrement, il faut prouver que vous avez une crainte d'être persécuté. Et là, la crainte doit deux choses à prouver. Qu'elle est subjective, donc vous, personnellement, vous avez peur, et objective, donc une personne à l'extérieur craindrait également d'être persécutée. La crainte subjective peut se prouver de plusieurs façons. Par exemple, si vous avez personnellement été persécuté ou vous connaissez quelqu'un qui a été persécuté ou vous le savez que dans votre pays, dans le pays de citoyenneté, il se passe telle chose et là que vous craignez d'être persécuté. Tandis que la crainte objective se prouve par de la preuve documentaire crédible.
la CISR met à la disposition du public les cartables nationaux de documentation. Ça, c'est différentes sources provenant, par exemple, d'Amnesty International, de l'ONU, d'agences gouvernementales qui étudient la situation dans les pays sous différents sujets. Et donc, c'est une bonne source de documentation, de preuves crédibles qui viennent soutenir que oui, vous craignez de façon objective d'être persécuté, par exemple, parce que c'est illégal dans votre pays d'être homosexuel, par exemple. Et donc, une fois qu'on prouve la crainte, le deuxième élément qu'on doit prouver, c'est que cette crainte-là, elle est basée sur un des 5 motifs de la Convention de Genève. Donc, vous devez prouver la crainte seulement basée sur la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social ou les opinions politiques. Les autres raisons ne sont pas valables et vous ne pourrez pas être reconnu réfugié. Peut-être personne à protéger, ça va être un autre sujet, mais quand on parle de réfugiés, c'est de la crainte sur un des 5 motifs. L'appartenance à un groupe social pourrait être, par exemple, que vous êtes une femme dans un pays XY où vous avez une identité de genre ou vous êtes une minorité sexuelle dans un autre pays. Donc, c'est des groupes sociaux et il faut prouver que vous vous appartenez à ce groupe social-là. Donc, un autre élément à prouver. Ensuite, il faut prouver que l'État, donc le pays, ne peut pas ou ne veut pas vous protéger et donc qu'il n'y a aucune possibilité de refuge interne, la fameuse PRI. Déménager dans un autre pays et demander l'asile devrait être la dernière solution. Si vous pouvez, en déménageant à l'intérieur de votre pays, annuler ou diminuer cette crainte-là, eh bien, votre demande de refuge va être refusée parce qu'une possibilité de refuge interne existe. Alors, c'est pas automatique être réfugié. On demande l'asile, et bien, il y a des éléments à prouver. C'est le demandeur qui le prouve. Durant le parcours, à la fin, et vous allez avoir une audience à la SPR devant un commissaire et vous aurez la possibilité de témoigner. Donc, votre témoignage est un élément de preuve. C'est important d'être crédible, de dire la vérité, surtout si vous n'avez pas d'autres éléments de preuve documentaires qui viennent soutenir que vous craignez d'être persécuté. Si vous avez été attaqué dans le passé dans votre pays, avoir des documents médicaux ou un rapport de police et le mettre en preuve, donc de le donner au tribunal, c'est un élément qui vient soutenir ce que vous dites. Votre témoignage est également quelque chose qui le soutient. Si vous avez des documents, ça c'est intéressant à donner au tribunal parce que ça vient bouger la balance en faveur de oui, vous êtes un réfugié. Et donc, à la suite de l'audience, c'est là que vous allez recevoir la décision. Si vous êtes, si le commissaire accepte, donc oui, vous êtes devenu un réfugié au Canada. Les réfugiés au Canada doivent avoir un permis de travail pour travailler ou un permis d'études pour étudier. Donc, on fait la demande et dès que vous êtes reconnu comme réfugié, vous pouvez faire votre demande de résidence permanente. À l'inverse, si le commissaire rejette votre demande d'asile et ne considère pas que vous êtes une personne à protéger, vous allez avoir 15 jours suivant la décision pour envoyer votre appel à la SAR, section d'appel des réfugiés. Et l'appel à la SAR, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec la SPR, c'est vous devez démontrer qu'il y a une erreur de droit ou de fait dans la décision qui fait en sorte qu'elle est déraisonnable. Et là, l'appel
c'est papier. Donc, vous devez faire un document un mémoire de l'appelant avec d'autres éléments de preuve que vous envoyez à la SAR et il n'y a pas d'audience. Il pourrait avoir une audience si, pour des circonstances exceptionnelles, mais généralement, il n'y a pas d'audience en appel. De plus, vous ne pouvez pas déposer de nouvelles preuves, à moins que cette preuve-là n'était pas disponible au moment où vous avez fait votre demande d'asile. Ça revient à dire que dès le départ, la préparation est importante. Entre le moment où vous demandez l'asile et le moment où vous avez votre audience, plusieurs mois vont s'écouler. Présentement, ça peut être environ 24 mois. Et donc, c'est important de récolter les éléments de preuve qui viennent appuyer le fait que vous êtes persécuté. Attendez pas à l'appel pour les déposer. Vous ne pourrez pas faire ça. Et donc, c'est la même chose si, en appel, le commissaire est d'avis que la décision de la SPR est erronée, il va la casser et là, il va vous dire que vous êtes réfugié. Si, à l'inverse, il est d'avis que la décision de la SPR est bonne, il va la maintenir et votre appel va être refusé. Une fois que l'appel est refusé, là, vous avez 15 jours pour faire une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Donc ça prend, vous pouvez le faire par vous-même, mais je conseille un avocat. Les consultants en immigration, on ne peut pas faire ça, on n'est pas autorisé. Et là, ça vient, on doit démontrer au juge de la Cour fédérale que la décision est déraisonnable. Encore là, ce n'est pas un appel. Il faut dire que la décision, elle est déraisonnable. Si le juge de la Cour fédérale est d'accord et dit oui, la décision est déraisonnable, il ne va pas vous accepter comme réfugié. Il va casser la décision et il va la retourner à un autre commissaire, à un nouveau commissaire, pour une nouvelle décision. À l'inverse, si le juge dit non, la décision est déraisonnable, donc il rejette la demande d'autorisation, et là, votre parcours est fini au Canada. Vous allez avoir 30 jours pour quitter le Canada. Parce que lorsqu'on demande l'asile, donc on retourne dans le temps, quelques années avant, quand on demande l'asile au Canada, une mesure de renvoi est prise contre vous. C'est une mesure d'interdiction de séjour. Mais cette mesure-là ne prend pas effet. Elle va prendre effet à la toute fin si, justement, en bout de ligne, la dernière procédure, les procédures sont rejetées. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez 30 jours pour quitter le Canada et confirmer votre départ à un agent. Sinon, cette mesure-là va devenir une mesure d'expulsion. Est-ce que ça vaut la peine d'être en bout de ligne expulsé du Canada quand vous ne pourrez pas démontrer que vous êtes un réfugié? Et ça ne vaut pas la peine. Le but de l'asile au Canada, c'est de protéger les personnes vulnérables. Il y a plusieurs situations difficiles qui existent dans plusieurs pays, mais l'asile n'est pas fait pour contourner les procédures normales d'immigration. C'est pas fait pour contourner le système. Et donc, en bout de ligne, si vous arrivez ici comme étudiant et qu'il se passe quelques trucs, et là, vous demandez l'asile, et que vous le savez qu'elle va être refusée, vous venez de vous couper les chances futures de d'immigrer au Canada parce que vous allez être expulsé. Et les programmes d'immigration, ça bouge au gré de la société, des partis politiques. Donc, il faut être conscient de ça. Alors voilà, aujourd'hui, c'était un live pour vous expliquer le parcours, le fonctionnement d'une demande d'asile au Canada. Je vous remercie d'avoir été parmi nous et je vous dis à très bientôt.